Donc notre autonomie est due, bien sûr, pas à une technique, mais à une philosophie. Et 1 watt, c'est 1 watt. 1 gramme d'eau, c'est 1 gramme d'eau. Et ça peut paraître un peu chiant de parler de ça, parce qu'on a tout de suite envie de faire de la technique. Mais moi, je dis aux gens, si vous n'adaptez pas votre mode de vie aux énergies renouvelables, ça ne marchera pas. Alors, il y en a qui font l'inverse, qui consomment énormément, mais s'en foutent, ils ont du pognon. Donc, ils vont avoir 100 mètres carrés de photopiles. Ça n'a plus aucun sens. Donc, pour donner du sens à l'autonomie, c'est avoir ce qu'il faut par rapport à une consommation relativement faible. Donc, la moyenne de consommation d'un Français moyen, c'est 12 kWh. Beaucoup de gens savent pas ce que c'est que 12 kWh, mais quand je vous dis que nous, on consomme 1,2 kWh, vous vous rendez compte qu'on consomme entre 8 et 9 fois moins qu'un Français moyen. Idem pour l'eau. On consomme 10 fois moins d'eau et on est autonome en eau. Bon. Donc, à partir du moment où les enfants aussi sont impliqués dedans, parce que si vous faites attention puis que les enfants font pas, hein, donc la première chose, c'est d'avoir un esprit très très vigilant par rapport à sa consommation. Après, eh bien, nous, on a commencé, à l'époque, il y a plus de 20 ans, on était considérés comme un peu des ovnis, parce qu'on transformait le soleil en électricité. Les gens ne savaient pas ce que c'est que les photopiles, et j'ai installé 6 mètres carrés de photopiles tournantes, pour augmenter le rendement, bien sûr. Et pendant 2 ans avec nos enfants, on a coupé le compteur d'EDF le 1er avril, et on a essayé de voir combien de temps on pourrait, sur 6 mètres carrés de photopiles, sans avoir recours à EDF. Eh bien, en fait, on a remis le compteur EDF fin octobre. Ça veut dire qu'avec 6 mètres carrés de photopiles, en consommant comme on consomme, on pouvait être autonome la moitié du temps dans l'année. Donc c'est pour vous donner une idée. Alors, après, au lieu de 6 mètres carrés, si vous avez, comme sur l'éco-hameau, vous avez 20 mètres carrés, vous pouvez rogner un petit peu, et pendant 8 mois de l'année, 7-8 mois de l'année, parfois 9, ça dépend où vous êtes, on peut être totalement autonome. Parce qu'on a plus de capteurs. À un moment donné, c'est pas la peine. Parce que quand il fait un temps pourri, vous pouvez aligner les photopiles, ça donnera rien de plus. Et donc, en attendant d'avoir une éolienne là-bas, on a un groupe électrogène qui fait qu'en hiver, quand c'est nécessaire, on l'a mis en route, mais là, il est pratiquement autonome en attendant l'éolienne qu'on va avoir. Mais nous, on a donc les photopiles pendant 7-8 mois de l'année et l'éolienne l'hiver. Pourquoi? Parce que l'été, enfin du moins à partir d'avril jusqu'à octobre, il y a du soleil, et puis après il y a du vent. Et donc l'autonomie ne peut fonctionner que sur 2 énergies complémentaires, le soleil et le vent. Et ça marche très bien depuis 20 ans. Voilà. Donc installer des photopiles, c'est pas méchant. Vous vous renseignez. Après, il faut quelques appareils derrière, un onduleur, éventuellement bien sûr des batteries. Enfin, tout ça, l'idéal c'est de rencontrer des gens qui savent le faire. Mais dès l'instant où on fait appel à un spécialiste, ben on le paye beaucoup plus cher. Donc l'autonomie, nous on y a été progressivement. Ça demande de l'argent, pas énormément, mais ça peut être 5% du prix de la maison, par exemple. Ça peut être en gros entre 10 et 15 000 euros au maximum. Mais on n'est pas obligé d'y aller, d'y aller tout de suite, de faire tout de suite. Maintenant, chacun peut décider de rester sur EDF et de quand même consommer un maximum à partir des énergies renouvelables. Et quand il peut pas, bah, il va sur EDF. C'est un compteur qui tourne dans un sens ou dans un autre. Donc ça, c'est possible. Et on peut tout de suite, le lendemain, là, s'abonner à Enercop. Et dans ces cas-là, l'argent ne va pas aux centrales nucléaires, mais aux éoliennes ou aux photopiles. Donc il y a toujours moyen de faire. Mais nous l'idée pour laquelle
on était autonome, c'est quand même montrer qu'avec le soleil et le vent, on peut être complètement affranchi du pétrole, du gaz, du nucléaire. Et ça fonctionne depuis 20 ans. Donc ça veut dire que les énergies renouvelables sont totalement crédibles, à condition bien sûr de changer sa conception du confort. Et je peux vous dire qu'il ne nous manque aucun confort. On a la machine à laver, on a la télé, même s'il n'y a pas grand-chose à regarder, on a le fer à repasser si on veut, on a Internet, on a la Freebox, voilà, on a tout ça. Donc c'est pas du tout un problème. Donc on n'a pas renié sur notre confort, simplement on gaspille pas, c'est tout. Et on a des lampes basse consommation, des LED, qui divisent par 10 la consommation de l'éclairage. Voilà. Alors, il faut bien se dire que depuis que nous, on était pionniers, il y a eu des progrès, et ça devient de plus en plus facile d'être autonome, si on le désire. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est plus facile que quand nous, on l'a fait. Bon, il y a des tas d'appareils qui ont été perfectionnés, qui sont plus rentables, etc. Voilà. Alors, ça, c'est l'autonomie en électricité. L'autonomie en eau, eh bien, nous, on a tout de suite coupé l'eau de la ville, et on a utilisé les toits, on a récupéré l'eau, et on la stocke dans des citernes d'eau pluviale, et on boit une eau excellente à boire. Ça serait un peu long à développer pourquoi elle est excellente, mais elle est interdite. Boire de l'eau de pluie est interdit. Voilà. On n'a pas le droit d'amener de l'eau de pluie dans la maison. Voilà. Et puis pour la petite histoire, j'ai reçu une 50aine de hauts fonctionnaires qui ont mangé chez nous et qui sont tous à l'amende et que j'ai mis en prison, bien sûr, parce qu'ils avaient bu de l'eau de pluie. Voilà. Et après, il y a l'autonomie en nourriture. Ça c'est un vrai problème, parce que ça demande tout un art qu'on a perdu, enfin, que nous, s'est réapproprié progressivement. Mais les gens étaient autonomes, en gros, en nourriture, il y a un siècle et demi. Aujourd'hui, c'est le supermarché. Donc la première attitude politique de faire aujourd'hui, c'est d'arrêter d'aller dans les supermarchés. Si on arrête d'aller dans les grandes surfaces, on change la politique, non pas de la droite, de la gauche ou ceci, cela, on oblige les politiques à revoir leur copie. Si on a un jardin, etc. Voilà. Donc la politique, elle est bien, nous faisons de la politique depuis toujours, et de la politique extrêmement puissante et pertinente. Quand je pense que la politique, c'est aller verser un bulletin dans l'urne de temps en temps, pour se faire foutre de sa gueule après, parce que les promesses sont jamais tenues, mon Dieu, qu'on est pauvre politiquement. Voilà. Alors, après, il y a la notion du travail. Et je ne peux pas séparer la notion du travail de l'argent et du temps. C'est trois piliers d'une vie différente. Parce que quand on travaille, c'est pour gagner de l'argent. Et aujourd'hui, sans argent, vous n'avez rien. Même pas à manger, même pas à boire. Donc, le travail est devenu une nécessité incontournable, dans la mesure où je travaille, j'ai de l'argent pour pouvoir me procurer mes biens de consommation. Nous, on a décidé de ne pas aller au travail, mais est-ce qu'en ce moment, je travaille ou pas? Est-ce que vous, qui m'écoutez, est-ce que les gens derrière l'écran, là, derrière l'objectif, travaillent ou pas? Qu'est-ce que c'est que le travail? Pour moi, le travail, c'est une plus-value, un enrichissement. Mais là, nous sommes ensemble en train de nous enrichir au niveau de notre réflexion. C'est pas un travail, ça? Et quand vous serez parti de derrière l'écran, ça va travailler dans votre tête. Vous allez réfléchir. Et pourquoi pas? Vous allez commencer à travailler du ciboulot. Mais on a réduit le trépalium, qui veut dire, vous savez très bien, c'est un outil de torture d'ailleurs. On a réduit le travail au salaire. Mais même l'Église, il y a un siècle, disait que c'est incroyable, donner de l'argent pour une force de travail, c'est se vendre. Elle n'avait pas forcément tort. Hein. Et avant, on travaillait pour se procurer les biens de consommation. Aujourd'hui, on passe par un système qui est en train de se casser la gueule, qui aura duré un siècle au maximum, la croissance aura duré 30 ans,
Et là, on est en pleine décroissance et ça va s'arrêter. Et donc, il faudra bien revenir à des formes d'autonomie. Ça va être obligatoire. Je veux dire obligatoire non pas par le droit, mais par la nécessité de survie. Donc l'autonomie, c'est une forme de survie. Et donc, nous, on s'est dégagé du temps pour pouvoir faire tout ce qu'on fait. C'est-à-dire mettre au point tout ce qu'on a fait. Alors, quand on fait soi-même, c'est sûr que quand on fait sa maison, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin d'argent pour les matériaux, c'est vrai, mais elle vous coûte 4-5 fois moins cher. Et l'habitaire, c'est 10 000 euros. C'est une année de travail. Donc, le temps, l'argent, et alors, on peut avoir un petit peu d'argent, donc nous, on a des visites, on fait des stages, ça nous rapporte un petit peu d'argent, on a écrit un livre, on s'est fait une maison d'édition, là encore, on s'est fait une maison d'édition, eh bien, au lieu d'avoir 9% au maximum sur un bouquin, nous, on a 50%. Parce qu'on est autonome, et comme par hasard, c'est les éditions de la maison autonome. Donc, encore une fois, en cherchant, plutôt que tout de suite aller dans le produit qu'on vous propose, maison d'édition, on réfléchit et on fait sa maison d'édition. Et donc, l'idée de se prendre en main à chaque instant, c'est vraiment important. Et après, l'autonomie, il y a ces autonomies-là, mais par exemple, je ne fume plus du tout. Mais quand je fumais, je n'étais pas autonome. Parce que j'avais mon paquet de tabac, et quand j'avais pas mon paquet de tabac, j'étais malheureux parce que j'avais envie de fumer mon petit clope. Et j'ai dit, ça va, j'arrête, j'ai envie d'être autonome. Et quand on bouffe de trop, quand on sait pas se maîtriser, on n'est pas autonome. Donc l'autonomie, c'est aussi un art de vivre et un art de progresser au niveau de sa conscience. Et c'est des efforts. Alors, ceux qui veulent rien foutre, continuent à bosser. Hein. Vous ne gênez pas. L'autonomie, c'est un travail sur soi. Je préfère le mot travail sur soi plutôt que d'aller travailler chez Goldman Sachs. En fait, dans les sociétés toutes simples, les sociétés d'avant, les gens avaient des savoir-faire qu'on communiquait aux enfants. Et ces savoir-faire, c'était pour la nourriture, pour les échanges, comme dans... tu parlais tout à l'heure du film Himalaya. C'est en fait, on échangeait le sel contre l'orge, et donc il y avait un passage obligé. Il fallait franchir la montagne, donc il y avait des gens qui connaissaient les chemins, etc. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a des savoir-faire, et c'est ça qui est important, c'est de réapprendre les savoir-faire. Et c'est ça qu'on fait au niveau des stages, c'est-à-dire que on crée des stages où il y a des gens qui connaissent un petit peu mieux que les autres, et en fait qui nous réapprennent des savoir-faire qui vont faire qu'on va pouvoir être autonome. Les États, et notamment la Grande-Bretagne, ont mis en place des écoles, ou en Amérique, pareil, au niveau des Amérindiens, pour en fait couper les enfants de leurs parents, et en fait couper justement cet apprentissage qui se faisait au jour le jour, au quotidien, avec des chansons, des danses. C'était la fête avec les voisins, on était tous là, tu vois, à ramasser. Ça se faisait en France aussi. Il y avait les vendanges, il y avait le maïs, il y avait les foins, le blé. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là où on se réunissait. Quand j'étais petite, j'allais faire les vendanges, et ben en fait il y avait toute la famille qui était là, plus les voisins, plus, enfin tu vois, toute une communauté, et c'est une communauté de partage où on peut échanger des nouvelles, etc. Et en même temps on communique des savoir-faire aux enfants, et ces savoir-faire, après quand ils sont plus anciens, en fait ils les connaissent. On a vu des gens de 45 ans qui savaient pas allumer un feu. Le feu, c'est la chose principale quand tu veux faire cuire ta nourriture. Donc finalement, tu vois, c'est tous ces trucs-là qu'on perd, quoi. Et je pense que ces savoir-faire, ils sont importants. Et c'est pour ça qu'on a mis en place aussi des artisans pédagogues qui en fait connaissent le travail, mais qui peuvent aussi te l'enseigner. Alors les choses un petit peu difficiles, ils sont là pour t'aider à les finaliser, mais autrement ils t'ont appris le boulot, et donc toi tu peux, voilà. Là on est en train de travailler sur les semences. L'agriculteur en fait il connaissait son travail
d'agriculteur, mais en même temps, il savait aussi protéger ses semences, les garder, les donner aux voisins, enfin les échanger parce que c'était important d'échanger les semences, etc. Voilà. Et c'est important aussi l'apiculture. Bon, on a la chance d'avoir 2 ruches sur le terrain. Tous ces petites choses-là sont importantes. En fait, on se rend compte que c'est ça qui est terrible, c'est que c'est une un foisonnement de petites connaissances qui font que tu vas pouvoir arriver à l'autonomie. Donc, dans ces cas-là, à partir du moment où tu es relativement autonome, tu as moins besoin d'argent, puisque l'argent, il te sert à acheter l'essentiel, quoi. Et donc, du coup, en communiquant tous ces savoir-faire, on arrive à une sorte d'autonomie où on peut reprendre sa vie en main. Et puis quel bonheur aussi de faire avec ses mains, de savoir que c'est toi qui as fait le mur, que c'est toi qui as fait, tu vois, pousser ta carotte que tu vas pouvoir manger, enfin que tu vas pouvoir cuisiner avec des herbes que tu auras sélectionnées. Enfin, c'est vraiment du bonheur. Enfin, moi je trouve que voilà, c'est du bonheur. On arrive au bonheur. Un certain M. Kissinger, qui était ministre des Affaires étrangères, disait « Posséder le pétrole, vous possédez les États, et posséder la nourriture, vous possédez le monde entier. » Et je pense qu'il faut être persuadé qu'il y a une stratégie depuis 1 siècle et demi pour essayer d'éradiquer la possibilité aux gens de pouvoir se procurer leurs besoins fondamentaux, boire, manger, et dormir. Et donc, c'est ça qui fait l'existence de l'autonomie. Et c'est pour ça que l'école, telle qu'on a pu la voir au départ, c'était retirer les enfants, leur enlever la capacité de continuer ce que pendant des millénaires ont fait les parents pour pouvoir vivre. Donc, l'école retire les savoir-faire, notamment alimentaires, et l'organisation, le tissu social. Et par conséquent, on leur apprend des tas de techniques, des tas d'autres choses. Mais aujourd'hui, s'il y a vraiment un problème, quand je vois les enfants qui sont sur ordinateur, etc., toutes ces techniques-là, le jour où il y a un problème, ils seront plus du tout autonomes pour pouvoir survivre. Donc ça, c'est un vrai problème. Et donc, les enfants, eh bien, on les fait marcher au pas, on leur fait apprendre des absurdités, et souvent, pas toujours, faut pas exagérer, et on les a retirés en plus de leurs parents, et donc on a progressivement, dans le monde entier, détruit tous les peuples, de manière à faire un seul peuple qui aille bosser tous les matins dans n'importe quelle industrie, pour pouvoir gagner sa vie, pendant que il y a 2% d'agriculteurs, des sociétés occidentales qui fournissent à manger à tout le monde. Mais cette alimentation, le jour où il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'alimentation. Pourquoi? Parce qu'il faut 3 tonnes de pétrole pour faire 1 tonne d'engrais. Et donc, avant, la qualité des sols, c'était ce qu'il y avait de plus précieux. D'ailleurs, il existe actuellement la permaculture qui s'occupe d'abord de la qualité des sols avant de planter. Il ne s'agit pas de planter, il s'agit de préparer le sol à l'automne. Et donc, les sols, c'était une richesse invraisemblable, d'ailleurs dont on est loin d'avoir fait le tour, de vers de terre, de bactéries, d'araignées, d'araignicoles, enfin plein de petites bêtes qui permettent d'aller chercher les sels minéraux dans le sol et d'alimenter la plante. Aujourd'hui, notre nourriture, si elle est aussi abondante, c'est d'une manière très artificielle, parce que toutes les molécules que ces petites bêtes donnaient, les molécules biochimiques, mais biologiques, qu'ils donnaient à la plante, aujourd'hui, c'est la chimie qui les donne. Et par conséquent, le jour où il n'y a plus de chimie, il n'y a plus de nourriture, et c'est la famine mondiale. Et il y en a qui prédisent que la première chose qui va arriver, c'est un problème de famine. Ça peut arriver en 1 ou 2 ans, si on arrête le pétrole, s'il n'y a plus de pétrole. Donc, moi, ce que je vous invite à lire, c'est Lettre à un paysan sur le vaste merdier qu'est devenue l'agriculture. En fait, l'agriculture, eh bien, c'est 2% d'agriculteurs qui fournissent la nourriture à l'ensemble de l'humanité,
ou presque, parce qu'il faut être nuancé. Et si je pose la question, combien d'agriculteurs ont un tracteur, vous me répondez? Dans le monde. Dans le monde. Combien dans le monde y a-t-il d'agriculteurs qui ont un tracteur? Vous allez dire quoi? 80, 50, 20? 1%. Il y a 1% d'agriculteurs qui ont un tracteur. Les autres travaillent en Afrique, en Inde, partout dans le monde, dans des rizières, à la main, etc. Donc, notre mode d'agriculture chimique s'est imposé au monde entier en faisant des suicidés énormes dans le monde entier agriculteurs. Et en imposant ça, eh bien, on a raturé toutes les cultures. Alors quand je dis culture, c'est avec un petit c et un grand c, hein, parce qu'il y a un lien entre l'agriculture et la culture. Et donc, ces gens-là ont tout perdu, et on risque de tout perdre, parce que le jour où il n'y a plus d'engrais chimiques, il n'y a plus de nourriture. Donc, effectivement, quel conseil peut-on donner à quelqu'un pour devenir autonome? J'ai envie de dire aucun. Parce que nous, quand on a décidé d'être autonome, on a décidé d'être autonome en ne connaissant rien, et on est devenu autonome, et on a donné des conférences dans la France entière, et on est parti de zéro. La seule chose qu'on ait eu à faire, c'est d'avoir une conviction, par les tripes, par le cœur, la tête intervient, et ensuite, il y a une phrase d'un certain monsieur, il y a quelques milliers d'années, qui est venu et qui disait « Demandez et vous recevrez ». Eh bien, il se trouve qu'à chaque fois qu'on a voulu quelque chose, on l'a eu. Et ça, on pourrait peut-être considérer que c'est un miracle, mais nous sommes faits pour faire des miracles. Je pensais pas qu'on arriverait à ce stade où on est connu dans la France entière et où on donne des conférences, des stages, des séminaires, etc. Je pensais pas. Mais en fait, le chemin se fait en marchant. Alors, vous pourrez glaner à droite à gauche des conseils qui vont être utiles. De toute manière, avec Internet, avec un réseau de gens, vous allez faire des stages, les nôtres, ceux des autres. Il y a plein de gens maintenant qui vous donnent des conseils, mais si vous n'avez pas le feu sacré pour y arriver, vous n'y arriverez pas, ou très peu. Donc c'est la conviction qui vous anime, qui peut vous amener à trouver les synchronicités. Et quand je dis synchronicité, ça veut dire que dès l'instant où vous pensez à quelque chose, où vous posez une question, vous allez voir un bouquin, une personne, une émission de télé, un film qui va vous donner la réponse. Et donc ça, c'est la magie de l'homme. Et je dirais qu'avant même d'être autonome, on était plutôt magicien, comme vous et moi, quand on décide de l'être.